Bonjour à tous. Il y a 3 semaines, l'ONG Pan-Europe publiait une étude édifiante. Le taux de pesticides sur les fruits et légumes produits en Europe aurait doublé entre 2011 et 2019. Des substances classées parmi les plus dangereuses, et ce, malgré les différentes politiques mises en place en Europe et en France pour diminuer l'usage des pesticides. On en parle avec nos invités dans Dimanche en politique. Plusieurs études publiées récemment, dont celle de l'ONG européenne Pesticide Action Network, mais également une autre pilotée par la prestigieuse université d'Harvard, mettent en évidence une recrudescence de résidus de pesticides sur les fruits et légumes que nous consommons. D'autres études émanant de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pointent la dangerosité de pesticides, pourtant toujours autorisés en France. Peut-on sortir des pesticides? Sont-ils si dangereux que cela? Pour en parler, le docteur Pierre-Michel Perrineau, vous êtes médecin généraliste à Limoges, président fondateur de l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Claire Bourrasso, en visioconférence, vous êtes responsable des victimes pour l'association Phyto Victimes, dont le rôle est d'accompagner les professionnels, en majorité des agriculteurs, malades suite à l'usage de pesticides. Philippe Babaudou, vous êtes agriculteur, vous produisez des pommes, vous élevez des vaches et des moutons en Haute-Vienne, vous êtes membre de la Confédération paysanne de la Haute-Vienne. Enfin, Christophe Gatineau, vous êtes agronome, auteur de différents ouvrages, articles et tribunes, dont 2 parus cette semaine dans des journaux parisiens, Marianne et le journal Minimal. Votre formation initiale, c'est justement les technologies phytosanitaires. C'est à vous que je vais poser la première question. Pourquoi ce constat? En 10 ans, les pesticides ont doublé. En fait, moi j'étais formé à la réduction des pesticides. C'était à la fin des années 70. En fait, à chaque fois qu'on parle de réduction, en fait, il y a une augmentation. En fait, les pesticides n'ont jamais cessé d'augmenter, en fait, et il y a une corrélation d'ailleurs avec l'augmentation des engrais chimiques, puisqu'on peut pas, en fin de compte, détacher les engrais chimiques des nouvelles variétés et des pesticides. En fait, on est toujours dans une consommation. Il y a une véritable addiction d'ailleurs de l'agriculture. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus simple de faire de l'agriculture avec des pesticides. On pourrait en sortir des pesticides, selon vous, un jour? Non. Non, on est allé beaucoup trop loin en fait. Quand on n'en sortira pas du jour au lendemain, je veux dire, on a quand même, il y a un changement climatique, c'est-à-dire qu'il y a une radicalisation du climat, et puis on a des sols qui sont lessivés aujourd'hui, et puis surtout on a des variétés qui ont été créées pour fonctionner avec des pesticides et des engrais chimiques. En fait, il y a tout un environnement qui voudrait radicalement changer. Et puis surtout, le leitmotiv, en fin de compte, ce sont les hauts rendements. C'est les hauts rendements, en fin de compte, qui ont poussé à l'usage des pesticides et des engrais chimiques. Et sans cesse, tous les gouvernements rappellent aux agriculteurs, en fin de compte, que c'est la compétitivité qui prime, en fin de compte. Philippe Babaudou, sont les agriculteurs qui ont les clés de la porte de sortie des pesticides? Les agriculteurs ont une des clés, mais pas seulement. Effectivement, les pesticides se sont développés comme une espèce de béquille aux revenus des agriculteurs pour faire en sorte de pouvoir maximiser les productions et donc tirer des revenus. La problématique, en fait, vous disiez qu'on ne pourrait pas sortir des pesticides. Je suis un peu plus optimiste. Je pense qu'on peut sortir des pesticides, mais à condition qu'on sorte de ce schéma de la productivité, de ce schéma de la compétition mondiale sur les produits agricoles, et donc qu'on imagine une autre façon de produire avec des agriculteurs qui pourront utiliser mieux leurs plantes, mieux les sols, et en se passant des pesticides. Vous êtes passé au bio sur l'arboriculture, vous êtes en conversion sur la viande. Pourquoi cette décision d'être passé au bio ? Le passage au bio, c'est une réflexion qui vient d'assez loin. C'est d'abord une évolution dans nos pratiques. C'est la prise de conscience en tant que professionnel de l'agriculture des dangers d'utiliser les pesticides. Et puis c'est également, évidemment, derrière la volonté de produire des aliments le plus sain possible. Donc évidemment, nous, on est dans cette démarche. Donc on est sorti des pesticides en allant vers l'agriculture biologique. C'est une solution qui est peut-être, je dirais, la plus radicale. Elle est peut-être pas à la portée de tout le monde tout de suite, mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on peut tendre. Et pour aller un petit peu plus loin sur est-ce que nous sommes les seuls à avoir la clé de la sortie du pesticide? Non, il y a également les consommateurs, les consommateurs et évidemment les politiques qui ont les clés de cette sortie des pesticides. Parce qu'en bio, on produit moins.
Oui, bien sûr, les rendements sont beaucoup plus faibles. Je voudrais juste revenir, oui, bien sûr, évidemment qu'on pourrait sortir en théorie des pesticides, mais dans la pratique, en fin de compte, la consommation ne cesse d'augmenter. Je crois qu'on pourrait prendre comme exemple, par exemple, le plan Ecophyto 2008, donc, qui fixe comme à l'horizon de 2018 de réduire de 50% en fin de compte la consommation de pesticides. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, d'abord, la consommation n'a pas été réduite, elle a augmenté malgré, et en dépit, en fin de compte, je crois que c'est 700 millions d'euros qui ont été investis. Si on revient, moi, dans ma tribune qui a été publiée hier dans Marianne, par exemple, je reviens sur la loi de 2014, la loi d'avenir 2014. Que dit la loi, en fin de compte? La loi, c'est la mise en œuvre de l'agroécologie. Alors, dans notre tête, tous, on pense agroécologie et agriculture plus écologique, en fin de compte. Mais la loi rappelle, en fin de compte, c'est la compétitivité qui prime, en fin de compte, sur l'impact environnemental, et rappelle que les pesticides et les engrais chimiques ont toute leur place dans le développement de l'agroécologie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette transition agroécologique, elle n'est absolument pas cadrée. Vous êtes en bio, vous avez des contraintes. Ce qui est logique, finalement. Bon, il y a des contraintes. En fin de compte, ça veut dire que le consommateur, il sait que vous n'utilisez pas de pesticides d'origine de synthèse, mais plutôt des... Mais quand on est en conventionnel, il y a moins de contraintes, c'est ce que... Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. C'est sur la bonne volonté, en fin de compte. C'est-à-dire que si moi, demain, je réduis ma consommation de 50% de glyphosate, par exemple, je peux dire que je suis dans la transition agroécologique, puisque j'ai fait un effort. Et si l'année suivante, je reviens à mon dosage, eh ben, je dirais, oui, c'est un peu les conditions environnementales. Vous savez, le changement climatique. Vous voulez nuancer, M. Babou? Oui, je veux nuancer parce qu'en fait, vous partez du principe que l'utilisation des pesticides, c'était par facilité. Ce n'est pas que par facilité. C'est d'abord pour répondre à un objectif économique, un objectif de rendement. Se passer des pesticides, c'est accepter de produire moins et c'est accepter c'est sans doute aussi avoir besoin de plus de personnel sur les fermes. Donc c'est ce qui se passe en agriculture biologique. Donc on produit sans doute moins. Donc on est obligé de vendre un petit peu plus cher et également ça permet d'augmenter la main-d'œuvre nécessaire, ce qui n'est pas forcément un mal d'ailleurs, la main-d'œuvre nécessaire pour travailler en agriculture. Le problème aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on n'est pas les seuls à avoir la clé, c'est qu'on constate une baisse de la consommation des produits issus de l'agriculture biologique. C'est complètement d'actualité. Donc on ne peut pas à la fois, il y a une espèce de contradiction à vouloir demander aux agriculteurs de se passer des pesticides, et je pense qu'ils en ont une conscience assez évidente. C'est les premières victimes de l'utilisation des pesticides, tout en faisant ce constat que la production, les produits issus de l'agriculture biologique aujourd'hui ne trouvent pas suffisamment de débouchés. On va parler justement, vous disiez les agriculteurs sont les premières victimes. Claire Bourrasso, depuis la création de l'association Phyto-Victimes en 2011, cette association déjà, dites-nous quel est son objet, quel est son but? Oui, donc l'association a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans par des professionnels issus du monde agricole qui étaient confrontés à des problèmes de santé. Donc l'objectif principal de l'association, c'est vraiment de leur venir en aide, de les accompagner dans leur procédure de maladie professionnelle. Aujourd'hui, il existe 3 grandes pathologies qui sont reconnues en lien avec les pesticides. Il y a la maladie de Parkinson qui est reconnue depuis 2012. Il y a également les hémopathies malignes, donc les lymphomes non-hodgkiniens, myélome et la leucémie lymphoïde chronique depuis 2015 et le cancer de la prostate qui vient d'être reconnu en lien avec les pesticides depuis décembre 2021. Ça veut dire, Madame Bourrasso, que clairement, le gouvernement dit oui, ces maladies, elles ont un lien avec l'utilisation par les agriculteurs, qui sont malades aujourd'hui de ces maladies, un lien avec les pesticides. Oui, effectivement, la création d'un tableau de maladies professionnelles ne se fait pas comme ça que sur des décisions politiques. Il y a d'abord un raisonnement scientifique, on s'appuie sur des éléments scientifiques. Donc en France, on a la chance d'avoir l'INSERM qui a fait une revue bibliographique complète de ce lien entre pesticides et santé, qui déjà en 2013 faisait le lien entre toutes les maladies que j'ai citées précédemment avec les pesticides. Et donc après, ça s'est traduit par la création et par la reconnaissance officielle via les tableaux de maladies professionnelles et aussi par la suite de la création du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides par le gouvernement lui-même, qui représente pour moi à lui seul une preuve de cette reconnaissance officielle par les pouvoirs publics. Et votre association, elle permet d'accompagner en fait ces agriculteurs ou il y a d'autres professions, on en parlera tout à l'heure, ces personnes qui ont été malades qui ont été touchées par ces pesticides durant
toutes leurs années de travail, qui sont malades, elle permet justement qu'ils puissent être indemnisés aujourd'hui. Oui, effectivement, en fait, avant d'être victime des pesticides, on est d'abord malade. Et en fait, la procédure de maladie professionnelle, pour quelqu'un de totalement ignorant ou ne connaissant pas la procédure, c'est quelque chose de très complexe à faire. On est aussi affaibli par la maladie. Et donc, nous, on est là aussi pour aider, accompagner et soulager les gens dans cette procédure pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits de manière complète. Donc, on vérifie avec eux toute la procédure, on les accompagne sur chaque étape jusqu'à ce qu'ils puissent être indemnisés. 650 dossiers déjà traités pour l'instant, par votre seule association. Oui, exactement. Alors après, le chiffre de 650, il est vraiment à prendre avec des pincettes, puisque nous, en fait, ce sont les personnes qui viennent à l'association. Donc, il n'y a pas aujourd'hui que 650 victimes des pesticides en France. Le gouvernement parlait de 10 000 uniquement pour les personnes atteintes de Parkinson et des hémopathies. Donc voilà, aujourd'hui, nous, 650, ce n'est pas le chiffre officiel, mais en tout cas, aujourd'hui, on a accompagné à peu près 650 personnes. Docteur Perrineau, les professionnels ne sont pas les seuls exposés aux dangers des pesticides, il y a les riverains aussi. Il y a les riverains, il y a la population générale. Ça, on le sait, maintenant, les études commencent à s'accumuler aussi. Mais les professionnels, et vous avez raison, sont les premiers exposés. Et comme toujours en matière de santé environnementale, on part nous, du point de vue médical, les premières données qu'on a, ce sont les données sur les plus exposés. Et là, comme l'a rappelé Claire Bourrasso, l'INSERM a fait un énorme boulot. Et il n'y a pas besoin de... Voilà, mais on est face à un état qui fait un peu le grand écart entre les données de ces agences, c'est-à-dire l'INSERM, c'est-à-dire... L'INSERM aussi est investi dans le suivi de la cohorte Agrican, qui est une cohorte d'agriculteurs. Enfin bon, on a plein de données sur le monde agricole qui malheureusement renforcent à chaque fois les craintes qu'on avait. Et maintenant, on sait que la population générale, dont on nous a dit qu'elle serait épargnée, elle a quelques soucis à se faire. Mais alors, l'INSERM, l'INRA, ce sont des laboratoires, ce sont des instituts de recherche qui sont financés par l'État. Ils sortent des chiffres, ils prouvent par A plus B que ces produits sont dangereux à la manipulation, sont dangereux à la consommation, et pourtant, ils restent sur le marché. Pourquoi ? Parce que ce qui est la clé de voûte du système de protection des professionnels et de la population générale, c'est le système d'homologation des pesticides. Et ce système d'homologation des pesticides, il est basé sur des règles qui ne s'appuient pas du tout sur les données universitaires et qui ne les reconnaissent pas. C'est-à-dire que l'expertise INSERM, vous ne pouvez pas y faire référence dans le suivi, dans l'homologation d'un produit. Pour faire simple, ce système, il autorise des substances actives, dites actives, c'est-à-dire le fabricant va dire c'est cette substance-là dans mon bidon qui est active. L'Europe va évaluer cette substance uniquement à partir du dossier de l'industriel. Elle commence timidement. Sans aller elle-même chercher dans le bidon en question. Non, les agences réglementaires ne font rien. D'accord. Elles ne font rien. Elles ne font que vérifier que les tests prescrits ont été faits. D'accord. Point final. À partir de là, elle pourrait aussi se dire oui, mais on a des données INSERM, INRA, machin. Oui, sauf que les données INSERM et compagnie, ce sont souvent des données sur l'exposition générale des professionnels. Ou dans Agrican, on a, par exemple, dans tel type d'activité agricole, on a un usage un peu plus particulier de tel ou tel pesticide et on commence à focaliser. Mais en règle générale, ce sont des données qui portent sur des familles de pesticides au mieux, voire l'ensemble des pesticides de façon générale. Et donc ça, les industriels ont comme pour le médicament, fait un système d'homologation qui repose sur une analyse substance par substance qui invalide totalement le reste de la recherche épidémiologique. Le système d'homologation ne tient pas compte des données épidémiologiques. C'est-à-dire, vous pouvez montrer que les agriculteurs ils ont plus de lymphome, ça ne change rien dans le système d'homologation. Ça vous fait peur, vous, en tant qu'agriculteur ? D'être exposé, oui, d'avoir été exposé, puisque j'ai utilisé, comme la plupart des agriculteurs, des pesticides. Évidemment, c'est quelque chose auquel on pense. Et alors, on est évidemment il y a de la protection, il y a de la prévention qui est faite auprès des agriculteurs.
Nous, à la Confédération paysanne, évidemment, on essaie de faire valoir la sortie des pesticides, mais on ne le sépare pas de la modification, du changement radical que doit connaître l'environnement de l'agriculture, en particulier des politiques agricoles, pour que, en fait, les agriculteurs puissent obtenir des revenus stables et décents sans cette béquille des pesticides. Alors, de quelle manière ? Quelles sont les solutions proposées ? Alors les solutions proposées, elles sont à la fois techniques, et c'est pas forcément notre affaire en tant que syndicat, mais elles existent, mais également politiques. C'est par exemple faire en sorte que l'agriculture ne soit pas soumise à la compétitivité, à la compétition mondiale. C'est faire en sorte qu'on puisse sortir des traités de libre-échange, c'est remettre en cause l'accompagnement des agriculteurs, faire en sorte que les politiques agricoles incitent à la disparition des pesticides par tout un tas de moyens qui sont via des aides publiques, par exemple, ce qui est un peu le cas, mais ce n'est pas suffisant à l'heure actuelle. Christophe Gatineau, si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? J'aimerais juste répondre Allez-y. avant. Voilà, je crois qu'il est important de préciser. C'est vrai que vous parlez des pesticides en agriculture biologique. Tout le monde sait que les pesticides sont autorisés. Simplement, ce sont des pesticides d'origine organique, donc ils se dégradent très rapidement dans l'environnement, contrairement aux pesticides de synthèse, puisque c'est le grand débat. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, parce que les promoteurs des pesticides disent mais regardez, dans le bio, ils utilisent des pesticides, et puis etc. Donc on s'en sort pas. En fait, effectivement, en agriculture, en culture céréalière, biologique, on est obligé donc d'utiliser parfois des fongicides, surtout des insecticides, mais des pesticides qui ne sont pas rémanents. En fait, c'est toute la différence finalement. On peut prendre, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas toxiques pour l'homme, pour l'agriculteur qui l'a utilisé, mais il suffit de prendre des précautions. Et après, sous l'action de la lumière et des bactéries, en fin de compte, il y a très peu de rémanence de ces produits, contrairement par exemple à des néonicotinoïdes. Voilà. Bien évidemment, vous avez entièrement raison. La clé, c'est le protocole d'homologation des pesticides. Il a été très très bien fait, puisqu'il a été pensé par les industriels des pesticides, bien évidemment. Prenons le cas, vous parliez des études. On va prendre le cas des néonicotinoïdes qui ont été réautorisés. Le glyphosate, les néonicotinoïdes ? Non, le glyphosate, on pourrait parler du glyphosate, je pourrais parler du glyphosate, c'est un peu mon cheval de bataille, mais on va parler surtout des néonicotinoïdes, parce que là, justement, on a une méta-analyse qui a été publiée en 2014 qui dit que les néonicotinoïdes, cette famille d'insecticides, tue autant les abeilles que les vers de terre, que les oiseaux. Et cette méta-analyse, elle s'appuie sur 800 études qui ont été publiées dans le monde. Bon, voilà. Aujourd'hui, quand vous parlez des néonicotinoïdes, moi, ma spécialité, c'est les vers de terre. Tout le monde reprend, bah oui, ça tue les abeilles. Ça tue pas les abeilles, ça tue les abeilles qui sont dans les ruches. Mais non, mais ça tue toutes les abeilles. Ça tue tous les pollinisateurs. Et les pollinisateurs en France, c'est 10 000 espèces de pollinisateurs. Et les vers de terre, mais les vers de terre, on ne peut même pas savoir. Pourquoi ? Parce qu'on n'évalue pas la toxicité des pesticides sur les vers de terre. On évalue la toxicité des pesticides sur un ver de terre qui ne vit pas dans le sol, c'est-à-dire qui ne vit pas là où on dépend les pesticides. Le lombric de compost. Voilà, ce qu'on appelait vulgairement le ver de fumier, le ver de compost. On l'étudie sur cet animal qui est réputé, selon l'INRA, en fin de compte, pour être 4 fois moins. Je précise que votre cheval de bataille, ce sont les vers de terre. C'est le sol, en fait. Parce que c'est le sol, bien évidemment. Voilà, le ver de terre, c'est le symbole du sol vivant. C'est la figure de proue. C'est la figure de proue. Et si on continue au même rythme que celui où on est aujourd'hui, d'ici 2050, les rendements pourraient baisser de 30% sur oui, des en sols, fait, les données que l'on a, de toute façon, par rapport, on va partir sur la culture céréalière, de toute façon. Aujourd'hui, les politiques, en fin de compte, pensent l'agriculture comme si c'était un moteur. Allez, on augmente la production, mais on pousse le curseur. Donc on pousse le curseur de la compétitivité, on pousse en même temps le curseur des pesticides, des engrais chimiques, des régulateurs de croissance, etc. En même temps, vous avez les sols qui s'appauvrissent, finalement. Quelles sont les techniques que vous mettez en place sur vos arbres fruitiers, par exemple ? Sur les arbres fruitiers, il y a plusieurs techniques. C'est pour lutter contre les ravageurs. Donc, la première des techniques, c'est de planter des variétés qui sont résistantes aux maladies. Alors, quand on est en conversion, évidemment, on n'arrache pas tous les pommiers pour en planter des nouveaux tout de suite, mais c'est quelque chose qui peut s'effectuer à plus ou moins longue échéance. Donc, première chose, c'est travailler avec des variétés qui sont plus résistantes. Et puis ensuite, c'est tout un tas de techniques qui sont mises en œuvre en agriculture biologique, mais qui le sont aussi de plus en plus en agriculture conventionnelle, qui visent par exemple à utiliser des pièges à confusion sexuelle qui vont attirer
les ravageurs. Et puis c'est également augmenter la biodiversité au niveau des parcelles, de manière à ce qu'il y ait un nouvel équilibre qui se crée pour que les ravageurs soient détruits par d'autres insectes, par exemple. Docteur Perrineau, en préparant cette émission, vous m'avez dit quelque chose, moi, qui m'a, en me disant, bien évidemment, tout le monde le sait, sauf que, non, tout le monde ne le sait pas. La crise climatique, elle est en lien direct avec l'usage des pesticides. Pourquoi et comment ? Vous avez dit tout à l'heure que les engrais azotés et les pesticides étaient inséparables, je suis bien d'accord. Mais les engrais azotés, ça représente, alors engrais azotés minéraux et lisiers, ça représente 45% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est-à-dire bien plus que les émissions des tracteurs. Donc, cette question des pesticides et du mode de culture dominant, elle fait évidemment que la crise climatique oblige à se la poser avec beaucoup plus d'acuité. Crise climatique, pesticides, crise sanitaire, tout ça est finalement lié. Oui. Oui. C'est plus, enfin, c'est la crise d'un système économique qui a encouragé évidemment le développement de ce type d'agriculture qui est complètement sous perfusion des engrais et des pesticides. Et c'est pour ça que on ne pourra pas envisager sortir et des engrais chimiques et des pesticides sans aller vers une modification radicale de ce système agricole, de ce système politique. Alors un système agricole avec de plus petites exploitations, des circuits courts, est-ce que c'est une solution comme vous faites en fait, hein ? Oui, enfin, c'est une solution, mais c'est une solution aujourd'hui qui reste une solution de niche et qui s'adresse malheureusement qu'à une toute petite partie des consommateurs. Donc, en tant que syndicat agricole, nous, ce qu'on cherche à promouvoir, c'est une agriculture qui va répondre à l'ensemble des besoins des consommateurs, au-delà de la situation de niche. Et donc, évidemment qu'on peut inciter à sortir des pesticides de manière, je dirais, via des techniques qui sont à la fois utilisées en agriculture biologique, mais également en agriculture conventionnelle. Mais notre boulot en tant que syndicat et qu'acteur politique, c'est de défendre un autre système agricole avec évidemment plus d'agriculteurs, des fermes sans doute plus petites et une relation directe le plus possible avec les consommateurs. Oui. Claire Bourrasso, vous débutez un nouveau combat, celui de la reconnaissance des maladies des enfants des agriculteurs ou des professionnels qui ont utilisé ces pesticides. De quoi s'agit-il ? Oui, comme le disait Pierre-Michel Perrineau tout à l'heure, en fait, on part d'abord des professionnels. On est d'abord sur les pesticides. On a d'abord vu les impacts sur les professionnels qui étaient beaucoup exposés aux pesticides. Et aujourd'hui, les connaissances scientifiques avancent et malheureusement, on se rend compte qu'il y a aussi des conséquences pour ces enfants de professionnels qui ont pu être exposés in utero, donc au moment de la grossesse ou au moment de la conception. Et donc aujourd'hui, avec le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il y a la possibilité pour les enfants de demander réparation. Alors il y a quelques pathologies qui sont plus reconnues, on va dire, comme la leucémie, les tumeurs cérébrales ou les troubles du neurodéveloppement. Mais en tout cas, là aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il est important de faire, c'est de parler parce que nous, on l'a vu déjà sur la question des professionnels, ils avaient déjà du mal à parler de leur maladie, mais du coup, de parler de la maladie de leurs enfants, qu'ils aient pu impacter et empoisonner leurs enfants. C'est très culpabilisant pour eux. Oui, il y a une énorme culpabilité, encore plus chez les exploitants, c'est eux qui sont responsables de leur exploitation, ils sont leurs propres patrons. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a toute cette question de culpabilité, mais je pense que c'est quand même important d'en parler si on veut tout ce qu'on discute aujourd'hui de ce changement aussi d'agriculture. C'est aussi en parlant et aussi en montrant les réels impacts que les pesticides ont sur la santé. Puisque nous, on parle de réparation, donc c'est la réparation des maladies professionnelles, mais il faut d'abord soigner toutes ces personnes. On parle de pathologies lourdes, cancer, Parkinson, qui sont des coûts énormes pour toute la société. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler et de faire reconnaître les impacts réels des pesticides sur la santé des professionnels, des enfants et aussi des riverains ou de la population générale. Docteur Perrineau, sur l'une des activités de votre association, c'est de défendre justement ces riverains. Ces fameuses chartes
lancé en fin 2019. Et puis ces distances d'épandage, 5 mètres pour les cultures basses, 10 mètres pour les cultures hautes, c'est du pipeau ou vraiment ça protège les rives? Alors les 5 mètres et les 10 mètres, c'est du pipeau pour aller vite. Ça repose sur un système d'évaluation que je ne vais pas détailler ici, il faudra un peu de temps, mais qui a été décrié par tous les scientifiques. Bon, donc c'est bon, on sait bien que ça repose sur pas grand-chose. On a des études épidémiologiques et l'État en finance une actuellement où la recherche des effets chez les riverains, elle est sur plusieurs kilomètres. D'accord ? Donc en même temps, on nous dit c'est 5 mètres et 10 mètres pour les cultures hautes. Mais on va quand même mettre des sous pour savoir si par hasard... Non mais enfin, je veux dire, de qui se moque-t-on ? Et je me souviens plus de votre question. Eh ben non, ma question c'était est-ce que c'est du pipeau ? Vous m'avez répondu que c'en était du pipeau. Mais ce que moi j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi l'État finance des études comme celle-ci, et puis finalement derrière. Mais parce qu'il y a une schizophrénie au plus haut niveau. C'est-à-dire que vous avez à la fois un ministère de l'Agriculture qui visiblement ignore totalement ce que dit le ministère de la Santé. Je rappellerai simplement que les recommandations du plan national nutrition santé depuis plusieurs années, pour les adultes et les femmes enceintes, c'est d'aller vers le bio dans la nourriture. Et la semaine dernière encore, quand il y a eu cet article sur la présence de fruits, de résidus de pesticides parmi les plus dangereux, ce n'était pas n'importe quel pesticide, c'est ceux qui ont déjà une grosse casserole. Eh bien, on a eu cette étude a été critiquée abondamment avec des arguments un peu, on va dire, assez bas. Avec des arguments qui n'étaient pas fondés, eux. Très clairement, l'étude a été relayée par Le Monde, par France Télé, et une journaliste du Point est allée dégommer tout ça avec des arguments qui n'étaient pas fondés. Aujourd'hui, une étude américaine, après beaucoup d'autres études, notamment l'étude de Bionutrinet Santé, va dans le sens que la consommation de fruits et légumes ne suffit pas à protéger des cancers, puisque le groupe qui avait une consommation en bio avait une diminution des cancers, ce qui était attendu, mais pas le groupe mangeant autant de fruits et légumes non bio. Donc là je comprends qu'en face, ils aient un peu de soucis à se faire et qu'ils soient obligés de faire marcher leur lobby, c'est vrai. Et le sujet n'a été que légèrement abordé. Pour en savoir plus, vous allez sur Internet pour revoir l'émission. Je vous mettrai en lien l'association du docteur Perrineau, le blog de Christophe Gatineau pour trouver vos bouquins, l'éloge du ver de terre, l'éloge de l'abeille. Je vous invite à aller goûter les pommes et la viande de Monsieur Babodou, saveur fermière. Ça, c'est de la vente directe. C'est peut-être une des clés de la solution pour que les agriculteurs s'en sortent. Et puis, je vous laisse avec votre journal, votre flash de la mi-journée avec Emmanuel Brault. Très bonne journée. À très vite.